Bienvenue à bord de l'Europe à la barre. En 2023, la délégation des barreaux de France à Bruxelles fête son 40e anniversaire. À cette occasion, la DBF et Lefebvre d'Alloz s'associent pour vous proposer un podcast qui donne la parole aux avocates, avocats et experts français sur les textes européens. Nous souhaitons, grâce à ces partages d'expériences, apporter un éclairage nouveau et concret sur le droit de l'Union européenne. Aujourd'hui, dans l'Europe à la barre, Hélène Bier accueille la présidence du Conseil des barreaux européens. Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce nouvel épisode la présidence du Conseil des barreaux européens pour nous éclairer sur les actualités et les priorités du CCBE pour 2023. Autour de la table aujourd'hui à Vienne, Panagiotis Perakis, président du CCBE. Bonjour. Pierre-Dominique Schoup, premier vice-président du CCBE. Bonjour. Et Thierry Vickers, deuxième vice-président. Bonjour. Je précise que la présidence du CCBE est composée d'un président et de 3 vice-présidents ou vice-présidentes. Il nous manque donc juste aujourd'hui Roman Zavrešk, troisième vice-président. Alors pour commencer, l'idée c'est que chacun de vous présente ce qui dans son parcours l'a mené à ses fonctions européennes. Panagiotis Perakis, vous êtes avocat au barreau d'Athènes et vous présidez le CCBE depuis le 1er janvier. Qu'est-ce qui vous a guidé vers ces nouvelles fonctions ? Et j'ai rejoint le CCBE en 2011. J'ai travaillé beaucoup dans ce comité et j'ai été aussi président du comité accès à la justice pour 5 ans. Avec tout ça, j'ai réalisé l'importance de son existence et de ses interventions pour la profession d'avocat. Le CCBE est considéré comme la voix de la profession, la voix officielle de la profession en Europe. Il entretient une relation statutaire avec tous les barreaux nationaux. Il réunit des représentants des avocats de tous les pays européens, leurs besoins, leurs idées, leur avenir commun. Son travail est reconnu et hautement valorisé, en particulier par les institutions européennes. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que les décisions pour notre avenir sont de plus en plus prises là, à un niveau central et pan-européen. Donc, je suis fermement convaincu que le seul moyen d'y parvenir est le CCBE, pour l'état de droit, pour l'avenir de la profession, pour le soutien, le respect que les avocats à travers toute l'Europe méritent dans leur vie quotidienne. Ce serait pour moi un immense honneur de pouvoir contribuer à cette mission, et c'est ça la raison pour laquelle j'ai voulu devenir président de CCBE. Je crois savoir aussi que vous avez fait une partie de vos études à Montpellier. Et en DEA, droit de l'informatique, informatique juridique, c'est une chance parce que je peux comprendre mieux maintenant qu'est-ce qui se passe. Alors ensuite, Pierre-Dominique Schoup, vous êtes avocat à Lausanne et premier vice-président du CCBE, ce qui signifie que vous allez prendre la tête du CCBE l'année prochaine, en 2024. Comment votre parcours vous a-t-il conduit à ces nouvelles fonctions ? Alors, j'ai débuté ma carrière, si on peut dire ainsi, par des petites commissions au sein de mon ordre à Lausanne, dans le canton de Vaud. Et pour tout dire, j'ai très rapidement pris un goût énorme à chercher à comprendre le fonctionnement et le développement de la profession d'avocat. Alors à partir de là, le parcours m'a mené au bâtonnat, ce qui n'a rien d'extraordinaire, et puis un peu par la force des choses et des circonstances à la présidence de la Fédération suisse des avocats, c'est si vous voulez un peu l'équivalent du CNB en Suisse. Une fois que j'ai eu terminé cela, je me suis retrouvé un petit peu désœuvré. Non, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, le barreau vaudois et le barreau suisse sont très actifs, et ce depuis longtemps sur le plan européen, ce qui fait que passer au stade supérieur, ou au dernier stade, le stade ultime en Europe, était, je dirais, dans l'ordre des choses. Alors la question qu'on pourrait se poser, vous mentionniez que j'allais présider le CCBE d'ici l'année prochaine, et que vient faire en Suisse, finalement, dans une organisation européenne. Alors je répondrai comme j'aime le répondre dans ces circonstances-là. En fait, pourquoi pas ? C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile de faire comprendre qu'en Suisse pouvait aussi s'occuper d'une organisation internationale comme eux sur le plan européen. Mais en réalité, depuis qu'il existe des dispositions en matière de libre circulation des avocats, il y a beaucoup d'avocats suisses qui travaillent à l'étranger en Europe, mais comme il y a beaucoup d'Européens qui sont actifs en Suisse, si bien que
finalement, c'est tout à fait normal que aussi un Suisse puisse montrer qu'on peut être actif sur un plan européen. Et cela dit, il faut avoir un peu la fibre européenne, et je crois l'avoir, et c'est aussi ce qui me passionne dans ce que je vais pouvoir faire d'ici quelques mois. Donc nous avons un président grec, un premier vice-président suisse, et nous en venons à vous, Thierry Vickers. Vous êtes avocat au barreau de Bordeaux. Quelle trajectoire vous mène aujourd'hui au poste de deuxième vice-président du CCBE ? En ce qui me concerne, comme Dominique, j'ai d'abord exercé des fonctions au sein du barreau français, d'abord localement et puis nationalement, d'abord à la conférence des bâtonniers et puis à la tête de l'équivalent de la Fédération des barreaux suisses, c'est-à-dire le Conseil national des barreaux. Et très logiquement, à l'occasion de l'accomplissement de ces mandats, je me suis confronté au phénomène que notre président Panagiotis a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance de plus en plus grande qu'a pris dans la construction du droit professionnel le droit européen. Aujourd'hui, une très grande partie du droit de la profession d'avocat provient des décisions, des directives, qui sont les directives prises par l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle, à l'issue de mon mandat au sein du Conseil national des barreaux, j'ai intégré la délégation française au sein du Conseil des barreaux européens, délégation que j'ai d'abord dirigée pendant un certain nombre d'années, avant effectivement de me présenter comme troisième vice-président, mais je suis déjà deuxième vice-président et donc amené à succéder à mes deux amis en 2025. Bienvenue à vous trois. Vous sortez du premier comité permanent de l'année, qui a rassemblé les délégations d'une trentaine de barreaux nationaux. Vous avez débattu de près d'une vingtaine de sujets. Parmi les nouveautés de cette année, si je puis dire, Panagiotis Perakis, vous avez souhaité créer un nouveau comité jeunes avocats européens afin de prendre en compte spécifiquement les préoccupations des jeunes confrères et consoeurs au début de leur exercice. Pourriez-vous nous en dire plus sur le champ d'action de ce nouveau comité et les objectifs poursuivis ? Je pense qu'en tant l'Organisation européenne des avocats, nous devons porter une attention particulière aux défis auxquels sont confrontés les jeunes avocats. Ils sont l'avenir de notre profession et nous leur accorderons toute l'attention qu'ils méritent. À cette fin, j'ai déjà décidé la création d'un nouveau comité, jeunes avocats, qui s'occuperait de ce qui intéresse les confrères et consoeurs qui sont en début de leur carrière. Plus précisément, le champ d'action de ce nouveau comité comprend des questions tout politiques concernant l'entrée dans la profession, les problèmes de genre et les discriminations auxquelles les jeunes avocats sont souvent confrontés, le cadre juridique des avocats stagiaires et le contenu du stage qui doit être essentiel, l'attractivité de la profession, la coordination d'un réseau européen peut-être de jeunes avocats à travers les barreaux nationaux, et finalement la collaboration avec les organisations européennes et internationales de jeunes avocats. En ouverture du comité permanent aujourd'hui, la présidente de l'American Bar Association, Deborah Enix Ross, est intervenue. Thierry Vickers, pourriez-vous nous dire quels sont les sujets de préoccupation ou de mobilisation communs entre les barreaux américains et européens ? D'abord, c'était vraiment très intéressant d'avoir à notre comité permanent la présidence de l'American Bar Association et je crois que tout le monde a apprécié son intervention. Ce qui était extrêmement intéressant, c'était de découvrir à la fois, bien sûr, des sujets qui concernent d'abord le barreau américain et qui sont liés essentiellement à une situation politique qui est aujourd'hui difficile pour la démocratie américaine, et puis des problèmes qui leur sont certainement beaucoup plus particuliers qu'à nous. Ce sont des problèmes d'accès au droit et à la justice, parce que le système d'aide légale américain est beaucoup moins développé que ce qui existe en Europe. Mais d'un autre côté, elle a abordé un certain nombre de sujets qui, évidemment, nous sont communs. Ces sujets, c'est d'abord les menaces qui existent finalement partout dans le monde sur le secret professionnel des avocats, parce qu'aujourd'hui, les gouvernements, partout, souhaitent, et il faut bien le reconnaître, ça fait longtemps qu'ils le souhaitent avoir accès à un certain nombre d'informations qui sont les informations couvertes par le secret professionnel. Jusqu'à présent, l'American Bar Association n'était pas concernée, ou en tout cas avait évité le débat sur
la lutte contre le blanchiment. Elle nous a clairement indiqué qu'aujourd'hui, ils devaient à leur tour se poser des questions de cette balance entre les intérêts supérieurs protégés ou défendus par le gouvernement et le secret professionnel des avocats. Et puis, elle a également abordé un sujet qui nous intéresse, qui est celui de l'attractivité de la profession d'avocat. Ce sujet a été abordé sur une des questions posées par les membres des délégations. Et là aussi, c'est un sujet sur lequel le Conseil des barreaux européens réfléchit aujourd'hui. Je crois qu'elle a abordé également l'émergence de cette initiative Don't Pay Your Lawyer. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce qu'elle a répondu à cette question ? Oui, alors Do Not Pay est un chatbot bien connu aux États-Unis. Et Do Not Pay qui a été créé au départ pour éviter de payer les contraventions de la route. Do Not Pay proposait il y a quelques semaines, pour la première fois, de faire intervenir en soutien d'un défendeur sans avocat, un avocat virtuel qui serait animé par une intelligence artificielle. On sait qu'en réalité, cette opération de publicité n'a pas eu lieu ou n'a pas eu de suite, mais il n'empêche, et vous avez raison de le rappeler, qu'elle a abordé au cours de cette intervention la question de l'intelligence artificielle et du rôle que l'intelligence artificielle allait jouer ou pouvait jouer vis-à-vis des avocats et dans le fonctionnement et l'accès à la justice. Et incontestablement, c'est aussi un sujet qui intéresse le CCBE, puisque l'année dernière, par exemple, en 2022, avec le soutien de la Fondation des avocats européens, nous avons même publié un guide consacré à ce sujet et destiné à aider les avocats, notamment les petites et moyennes firmes d'avocats, à appréhender et à déterminer quelle devait être leur attitude vis-à-vis des outils d'intelligence artificielle. Alors, transition pas évidente entre le robot avocat qui plaide et l'état de droit, mais on en vient à ces questions. On a pu constater dans différents dossiers législatifs au niveau européen, que ce soit en matière de lutte contre le blanchiment ou dans le domaine de la fiscalité, une propension du législateur européen à tenter de porter certaines atteintes au secret professionnel de l'avocat. Alors, Pierre-Dominique Chouc, pourriez-vous nous éclairer sur le contexte dans lequel ces atteintes au secret professionnel interviennent et nous indiquer les raisons pour lesquelles le Conseil des barreaux européens réaffirme de manière ferme la nécessaire protection du secret professionnel des avocats? Ce n'est évidemment pas nouveau que le secret professionnel fait l'objet d'attaques. Vous avez raison de souligner qu'on le voit très souvent dans le domaine de la lutte contre le blanchiment, dans le domaine de la fiscalité, sur le plan européen, les différents paquets de mesures destinés à faciliter la poursuite pénale en matière de blanchiment. Thierry mentionnait il y a quelques instants que les Américains s'y mettent aussi. Donc tout ceci n'a rien de nouveau. On pourrait aussi mentionner la lutte contre le terrorisme, où là également le secret professionnel fait l'objet d'attaques importantes. Et puis je mentionnerai aussi un cas que j'avais une fois vu, où on voyait un législateur tentant d'instaurer dans un code de procédure pénale des dispositions qui permettaient de contraindre l'avocat relevé de son secret professionnel par le client de témoigner dans le domaine pénal, ce qui est évidemment inadmissible. On oublie toujours, lorsqu'on parle de secret professionnel, et ça me paraît aussi important de le dire ici, que le secret professionnel n'est pas un privilège de l'avocat, mais que c'est bien un droit absolu, un droit fondamental du client ou, si vous préférez, du citoyen, l'avocat étant la seule personne, finalement, auprès de laquelle une personne peut librement et sans crainte se confier. Ce droit constitue un fondement de l'état de droit, et c'est là que nous revenons, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la Cour de justice qui le disent et qui le rappellent. Et ça constitue un combat permanent qu'a toujours mené, que mène aujourd'hui et que continuera à mener le Conseil des barreaux européens. Un combat permanent. Le Conseil des barreaux européens reste donc très vigilant et veille au respect de l'état de droit en Europe. L'hiver dernier, les États membres de l'Union européenne ont accueilli près de 4 millions de réfugiés ukrainiens. Le CCBE a très rapidement établi une liste de points de contact pouvant être actionnés par les personnes fuyant l'Ukraine et ayant besoin d'une assistance juridique, tout en précisant de manière très pragmatique les langues parlées par les avocats. Panagiotis Perakis, quelles ont été les autres initiatives du CCBE pour venir au soutien des avocats et des barreaux ukrainiens? Avant tout, le CCBE a très vite établi une communication renforcée et régulière avec le barreau ukrainien.
Nous avons également mobilisé des moyens financiers et matériels pour venir en aide à nos collègues et leurs familles. En 2022, le prix des droits humains de CCBE a été octroyé à l'avocate ukrainienne Nadia Volkova et le barreau ukrainien. Ce geste avait pour objectif de souligner le rôle important que les avocats jouent dans la défense des droits fondamentaux des citoyens ukrainiens. En outre, à la lumière de la situation difficile à laquelle ont été confrontés les avocats ukrainiens, le CCBE a également adopté le 24 juin une recommandation sur les qualifications des avocats ukrainiens qui prend en considération la recommandation de la Commission européenne sur la reconnaissance des qualifications des personnes fuyant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vu que l'approche concernant les avocats ukrainiens varie d'un État membre à l'autre, le CCBE s'est déclaré dès lors prêt à toute activité de coordination pouvant être utile et adresse une série de recommandations au barreau des États membres de l'UE afin d'encourager des mesures d'aide aux avocats ukrainiens. Je voudrais aborder maintenant la question de la lutte contre l'impunité. Les ministres de la Justice du monde entier se réuniront à Londres mi-mars pour soutenir la Cour pénale internationale qui enquête sur les crimes de guerre présumés en Ukraine. Cela en présence également de la Commission européenne qui présentera les options juridictionnelles qu'elle propose pour que justice soit rendue. Pierre-Dominique Schoup, comment les barreaux européens pourraient-ils contribuer à ces réflexions ? Alors, d'abord, on doit souligner que les crimes commis durant cet épouvantable conflit ne peuvent rester impunis, cela va de soi. Et dans ce sens, le CCBE soutient et soutiendra toute initiative permettant la mise en place d'une justice efficace, mais surtout une justice indépendante, ceci paraît fondamental. Et dans ce sens, les avocats, en général, et le CCBE en particulier, ne peuvent rester à l'écart des discussions qui doivent être menées. Et dans ce cadre-là, le CCBE doit porter la voix des avocats, en vue de la création, d'une part, d'organes de justice, mais aussi de veiller à ce que les droits de toutes les parties, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui seront accusés, qui ont le droit d'être défendus, que les droits de toutes les parties puissent être respectés. Nos comités, droit pénal, comité des droits de l'homme, travaillent déjà sur ces sujets-là. Et puis, pour terminer sur ce sujet, j'aimerais peut-être aussi souligner ou rappeler que c'était en mai, je crois, de l'année dernière, un webinaire organisé par le CCBE en collaboration avec la Fondation européenne, passablement suivi, il y a, je crois, plus de 200 ou 300 participants, portait justement sur la façon dont la justice internationale était organisée, le fonctionnement de la Cour pénale internationale et surtout le rôle des avocats défendant les victimes durant ce épouvantable conflit. Je crois que c'est ce qu'on peut dire à ce stade. Il y a beaucoup de travail encore à faire. On en est un peu qu'au début et je crois que ça risque d'être un des sujets dont nous aurons à beaucoup nous occuper ces prochaines années. Donc on peut dire que les barreaux européens sont prêts à mettre leur expertise à disposition. Absolument, et ça fait partie de notre ADN, si je peux dire des choses comme ça. Le CCBE se mobilise également pour venir au soutien des avocats en danger. À l'occasion de la Journée internationale de l'avocat en danger, justement, qui était centrée cette année sur la situation des avocats en Afghanistan, le CCBE a aidé à la réouverture du barreau indépendant afghan en tant qu'organisation en exil à Bruxelles. Panagiotis Perakis, pourriez-vous nous en dire plus sur la manière dont le CCBE apporte son soutien aux avocats en danger dans le monde ? Oui, le CCBE apporte régulièrement le soutien aux avocats en danger et à ceux qui rencontrent des obstacles dans l'exercice de leurs activités, notamment en envoyant des lettres aux autorités concernées. Aux autorités pas seulement européennes. Nous soutenons également nos collègues des pays en dehors de l'Union européenne. Par exemple, le 14 février, le CCBE et plus de 25 organisations d'avocats et de défense des droits humains ont appelé des autorités turques à cesser d'identifier les avocats avec leurs clients, les causes qu'ils défendent et à mettre fin à leur inscription sur la liste des terroristes. Une autre action importante que le CCBE a entreprise l'année passée était la contribution au rapport « Protection des avocats contre l'ingérence dans l'exercice libre et indépendant de leur profession » du rapporteur spécial de l'ONU sur l'indépendance des juges et des avocats. Encore, chaque année, nous avons le prix des droits humains de CCBE, décernant ce prix à un avocat
qui est très reconnu, le prix, et je peux dire que ce prix a une valeur très importante, symbolique. De plus, nous agissons aussi ponctuellement, ad hoc, là où c'est nécessaire, comme la conférence de presse que nous avons organisée pour soutenir les avocats afghans qui tentent de continuer à exister indépendamment du régime, même en exil. On voit bien que le CCBE a un spectre d'intervention assez large, puisqu'il comporte également un comité futur et à venir des services juridiques, que vous avez d'ailleurs présidé, Thierry Vickers, pendant plusieurs années. Pourriez-vous nous décrire quelles sont les perspectives et les enjeux pour les avocats européens de demain ? C'est un vaste sujet, mais nous l'avons déjà en partie abordé. Et je voudrais citer 2 ou 3 initiatives du Conseil des barreaux européens qui vous permettra d'appréhender davantage la manière dont nous nous préoccupons de l'avenir des avocats. D'abord, la création il y a peu d'un nouveau comité chargé des questions d'environnement et de changement climatique. C'est évidemment une priorité aujourd'hui du Conseil des barreaux européens et c'est vrai que c'est un des éléments qui va avoir une incidence sur le futur, bien sûr, de l'humanité, sur le futur des avocats, mais aussi sur le futur de la loi et sur le futur probablement des droits fondamentaux. On peut imaginer dans le futur une redistribution des droits et une redistribution des priorités. C'est une question à laquelle nous allons nous intéresser et nous avons créé ce comité dans ce but. Panagiotis a parlé tout à l'heure de la création d'un comité consacré aux jeunes avocats et évidemment le futur c'est aussi et avant tout la situation des jeunes avocats. On a également abordé tout à l'heure 2 sujets qui avaient été traités lors de son intervention par la présidente de l'American Bar Association et nous les retrouvons ici. D'abord, la question de l'attractivité de la profession. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de signaux qui se multiplient dans un certain nombre de pays européens qui laissent penser que pour des jeunes générations, la profession d'avocat n'est plus ce qu'elle était et ne représente plus ce qu'elle représentait autrefois, avec des difficultés de recrutement et peut-être aussi des mouvements pour quitter la profession pour des personnes qui y sont rentrées au bout d'un certain nombre d'années. Nous allons lancer, et le comité futur a déjà lancé sur ce sujet un certain nombre de travaux et nous voulons dresser le tableau le plus précis possible de la situation et puis bien sûr proposer des solutions si nous constatons que le phénomène que nous pensons avoir identifié existe et doit être combattu. Et puis, on va retrouver l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, avec le niveau de réglementation, c'est probablement un des 2 grands facteurs qui ont une incidence sur le futur de la profession. La question de savoir comment les avocats vont se saisir et utiliser l'intelligence artificielle, mais aussi la question de savoir comment les cours et comment les clients eux-mêmes vont se servir de ces outils est certainement une des questions prioritaires. Voilà, rapidement brossé, un certain nombre de sujets sur lesquels le Conseil des barreaux européens travaille et évidemment continuera de travailler. Alors, il faut savoir aussi que les avocats inscrits à un barreau de l'Union européenne ont la liberté de s'établir dans un autre État membre et prester des services transfrontaliers. Le CCBE comporte logiquement un comité dédié aux questions de libre circulation des avocats dans l'Union européenne. Pierre-Dominique Schoup, quelles sont les questions et problématiques très concrètes qui se posent et que vous examinez dans ce comité ? Alors, je vais commencer par vous corriger. Non seulement les avocats de l'Union européenne peuvent effectivement circuler au sein de l'Europe, Absolument. il ne faut pas non plus oublier ceux de l'espace économique européen et les avocats suisses. Trêve de plaisanterie, le comité qui s'occupe de cela sort de 2 années extrêmement chargées, puisque en 2021, il a mis à jour un guide que nous avions déjà, que le CCB avait établi en 2016, un guide à l'intention des barreaux, c'est comme ça que ça s'appelle, sur la libre circulation des avocats dans l'Union européenne. En fait, ce guide définit qui est considéré comme avocat, comment il conviendrait de gérer les conflits, notamment les règles professionnelles de différents barreaux. Vous êtes avocat français, vous voulez vous établir en Allemagne, quels sont les problèmes que cela peut poser? Comment procède-t-on à cet établissement ailleurs? Que devient le titre d'origine que vous avez lorsque vous pratiquez ailleurs que chez vous?
comment règle-t-on aussi la coopération entre les barreaux. C'était un gros travail et c'est un peu une bible, si on peut dire ainsi, que nous avons établie, qui peut servir à tous les barreaux européens et qui doivent traiter ces questions. En 2022, ce comité est allé plus loin dans la réflexion, puisque, outre les avocats européens qui entendent circuler au sein de l'Europe, nous devons faire face à l'arrivée toujours plus importante d'avocats non européens qui souhaiteraient également s'établir en Europe. Dans ce cadre-là, le comité qui s'occupe de ces questions a établi un certain nombre de recommandations destinées à précisément conseiller aussi la manière de procéder lorsqu'il s'agit d'examiner si un avocat venant des États-Unis ou d'Amérique du Sud ou peu importe entend venir s'établir en Europe. Là également, ce sont des recommandations qui ne sont certes pas contraignantes, mais qui donnent des pistes aux législateurs ou bien aux barreaux qui doivent s'occuper de l'admission d'un candidat. Il faut ici rappeler, parce que ça reste fondamental, que la question de l'autorisation de procéder, de l'admission au barreau est une question qui reste gérée en Europe par la législation de chaque État. Et puis, encore plus récemment, et là je reviens au conflit avec l'Ukraine, s'est posé la question de savoir de quelle manière il fallait s'occuper des environs, c'est le chiffre qu'on nous a donné, 10 000 avocats ukrainiens qui auraient quitté l'Ukraine et qui se trouvent maintenant chez nous. Le barreau ukrainien, avec lequel nous collaborons d'ailleurs très souvent, nous l'avons encore entendu cet après-midi, le barreau ukrainien nous demandait d'intervenir de telle sorte à ce que les avocats ukrainiens, domiciliés désormais en France, en Allemagne ou ailleurs, puissent bénéficier de conditions, j'allais dire, de faveur pour pouvoir être inscrits et pratiquer, certes, le droit ukrainien, mais le droit pénal aussi international. Ces questions ont aussi fait l'objet d'une recommandation. La recommandation du CCBE, s'agissant de ces personnes-là, était un peu problématique dans la mesure où on ne peut pas s'asseoir sur les règles, pourtant relativement strictes, mais il a été demandé, c'est du moins ce que suggère le CCBE, de donner un certain nombre de facilités s'agissant de la reconnaissance des diplômes, que les choses se fassent de manière peut-être un peu plus simple ou moins formelle que dans d'autres cas, ceci de manière à aider nos amis ukrainiens. Alors, il y a également un véritable défi pour l'ensemble des acteurs de la justice, et c'est la formation au droit de l'Union européenne. Panagiotis Perakis, quelles sont selon vous les pistes à explorer pour que chaque avocat soit acculturé, sensibilisé et formé aux réflexes européens? Tout d'abord, il faut dire que la formation des avocats au droit de l'Union européenne est essentielle pour garantir l'application cohérente du droit de l'Union et le bon déroulement des procédures judiciaires et pour instaurer la confiance mutuelle dans les procédures judiciaires transfrontalières, contribuant ainsi au développement de l'espace de justice de l'Union européenne. Par conséquent, le CCBE a toujours promu une formation de haute qualité pour les avocats, ainsi qu'une meilleure compréhension mutuelle des différents systèmes juridiques en Europe. Ce principe est mis en avant dans le code de déontologie du CCBE. Une formation appropriée peut contribuer à promouvoir une culture commune de l'état de droit et à faire respecter les droits fondamentaux, à partir grâce à l'application effective de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. À mon avis, l'un des défis actuels est l'accessibilité de la formation et la disponibilité de ressources adéquates pour la formation des avocats afin d'assurer un accès égal aux offres de formation à tous les professionnels de droit. Un autre défi est la nécessité d'un programme de formation commun des avocats de l'Union européenne. À cet égard, en 2023, en marge du projet BREEU Law, cofinancé par l'Union européenne, les experts du CCBE et de la Fondation européenne des avocats travailleront à l'élaboration d'un programme de formation des avocats en droit de l'Union européenne. De plus, en parallèle, le CCBE a commencé à travailler à sa proposition de solution à long terme pour un mécanisme de financement de l'Union européenne plus substantiel, facilement accessible et structurel pour la formation des avocats. J'espère que nos appels et demandes pour un tel mécanisme seront entendus par les institutions de l'Union européenne concernées. La formation commune avec les magistrats, je crois que sera aussi une piste importante, très importante pour l'avenir à explorer.
Alors, on voit bien toute la diversité des domaines d'intervention du CCBE. D'ailleurs, je précise pour nos auditeurs que le rapport annuel 2022 du CCBE est disponible sur leur site en version française et anglaise. On en vient à la fin de cette interview, donc j'ai 2 dernières questions. Thierry Vickers, pourriez-vous me dire, selon vous, ce qui fait la force du CCBE ? Allez sur le site du CCBE et regardez le logo du CCBE. En dessous de ce logo, il y a une phrase, un slogan. La voix des avocats en Europe. Eh bien, le CCBE, c'est la voix des avocats en Europe et ça n'est pas simplement un slogan. C'est la stricte vérité. La force du CCBE, c'est sa capacité, à partir de réflexions et de réflexions nationales avec des particularismes nationaux, être capable, par la discussion entre nous, de construire des positions communes et de porter ces positions communes devant la Commission européenne ou devant le Conseil de l'Europe. Dans quel but ? Eh bien, pour faire prévaloir d'abord les intérêts de nos clients, parce que nous sommes en charge des intérêts de nos clients, et comme le disait Dominique tout à l'heure, le secret professionnel, ça n'est pas un privilège des avocats, c'est un droit fondamental des clients, et le CCBE est d'abord là pour défendre les intérêts des clients. Et puis, bien sûr, en dehors de la défense des intérêts des clients, nous défendons aussi des valeurs sur lesquelles est construite la profession d'avocat. On a parlé du secret professionnel, on aurait pu parler de l'indépendance. Il y a donc un certain nombre de valeurs qui font que nous sommes en mesure de défendre correctement à travers la défense de la profession d'avocat, la défense de nos clients, c'est-à-dire des citoyens de l'Union européenne. Et pour moi, la force du CCBE, c'est d'être capable de remplir cette mission. Alors, on pourrait rentrer dans le détail. Comment est-ce que le CCBE y arrive ? Eh bien, à travers la réunion d'une incroyable force de bonne volonté issue de l'ensemble des barreaux qui en sont membres et qui nous envoient, je crois qu'il ne faut pas hésiter à le dire, the best and the brightest. Les meilleurs, tout simplement, pour le meilleur au service des citoyens et de la profession d'avocat. Panagiotis Perakis, le mot de la fin vous appartient. Que pouvez-vous souhaiter à vos confrères européens pour cette année 2023 ? Aujourd'hui, face aux défis si nombreux et sans précédent, surtout par la technologie, la profession doit parvenir à prouver sa résilience et sa capacité d'adaptation sans faire de compromis sur les valeurs fondamentales. L'avocat doit répondre aux besoins actuels des citoyens en restant le gardien de la démocratie et de leurs droits fondamentaux, comme le secret professionnel qui n'est pas un droit mais une obligation des avocats pour assurer les droits des citoyens. Je souhaite à mes confrères européens de pouvoir être comme ça, résilients et modernes en même temps, afin qu'ils continuent à remplir le rôle crucial et irremplaçable qu'ils jouent dans une société démocratique. Merci à vous 3. Merci. 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 C'était l'Europe à la barre, un podcast de sensibilisation à la dimension européenne du droit, animé par Hélène Biet de la délégation des barreaux de France. Au montage et à la réalisation, Laurent Montant. Rendez-vous le mois prochain pour aborder un autre pan du droit sous l'angle européen.